Bonjour et bienvenue à nous pour 30 minutes. On va parler de data lake, de serverless et de cloud. On n'a pas tourné le titre sous forme de questions parce qu'on va vous raconter, à travers un retour d'expérience projet, comment on a réussi à faire un data lake serverless tout en se passant d'une stack Hadoop sur le cloud AWS. Donc le projet, ça fait un peu plus d'un an qu'on y est dessus et donc on va vous raconter ce qu'on a fait. Donc je me présente, je m'appelle Jérémy Pinsol, je travaille chez Xebia depuis maintenant 5 ans, donc c'est Publicis Sapient. Pour faire très simple, je suis un développeur back qui aime le cloud. Moi, c'est Edernaut. Je suis à Xebia depuis presque 3 ans maintenant. À la base, développeur plutôt back, maintenant plutôt data. Donc sans plus tarder, commençons avec le programme. Donc on va vous présenter un data lake. On a distingué 3 besoins primaires du data lake. Donc un data lake, juste pour rappeler, c'est une manière de ramener des données d'endroits divers à un même endroit pour en rendre l'utilisation plus facile. Premier besoin, le stockage. On va bien sûr devoir stocker les données. Ensuite, les transformer. Il y a plusieurs besoins différents de transformation qui arrivent dans un data lake. Enfin, exposer les données. Et on finira avec un portail d'accès au data lake. Donc ça va un peu plus loin que le strict minimum pour un data lake. Donc, le stockage. Où est-ce qu'on va stocker nos données? Donc, bien sûr, on est sur AWS, donc le choix va être assez vite. On va choisir S3. Je ne vais pas vous faire l'affront de présenter S3, mais quand même, au cas où, c'est l'Object Storage de AWS. C'est un service emblématique et historique de AWS, et ça offre une très très grande durabilité pour les données et une grande disponibilité. Donc, si on utilise S3 pour le stockage des données, on va être assuré d'une bonne durabilité et d'un stockage virtuellement illimité. Là où, si on était encore sur du Hadoop avec du HDFS, on pourrait encore avoir des problèmes de disque ou de place, où on aurait dû rajouter des nœuds si on n'avait plus de place. Pour l'organisation des fichiers dans le data lake, on a fait quelque chose de très simple. Donc on a une première couche raw data où on va stocker les données telles quelles, non modifiées. Ensuite, on va vouloir les nettoyer et les transformer dans un format plus pratique à la requête. Ces données-là, on va les stocker dans Prepare Data. Et enfin, si on a besoin de rajouter de l'intelligence, on va produire des nouveaux jeux de données grâce à des jointures, des filtres, et on mettra ces données dans Business Data. Pour continuer sur S3, j'irai un peu plus loin. C'est plus que du stockage, il va nous permettre d'optimiser les coûts. Typiquement, ce que présentait Edern, les raw data, donc ce sont les données brutes qui vont être transformées en parquet. Je ne vais les utiliser qu'une fois, ou à des fins de sauvegarde pour reprocesser toute ma chaîne, mais souvent, en fait, je vais l'utiliser qu'une fois. Pourquoi je paierais ces données aussi chères que mes données que je vais exposer, celles en parquet? J'aimerais bien économiser des coûts. Par défaut, S3, il met tout en classe S3 standard. Vous mettez des fichiers, donc vous allez payer au volume, donc au nombre de gigas, et vous allez payer au requêtage. Donc les données raw data, on peut se dire, ben, je les utilise une fois, et après, j'aimerais bien payer moins cher. Pour ça, il y a la classe IA, IA pour Infrequent Access. Le modèle pricing, c'est le même, sauf que le prix au giga, il va être beaucoup moins cher. Vous allez payer plus cher en requêtage. Et donc le grand jeu dans un projet, c'est de passer de cette classe standard à la classe IA. Vous pouvez le faire manuellement, vous pouvez le faire via des lifecycles, mais vous avez surtout la classe Intelligent Tiering. Cette classe, elle est assez intelligente, c'est-à-dire qu'au bout de 30 jours, si votre objet n'a pas été touché, donc lu, écrit, donc au bout de 30 jours, ça va automatiquement passer en Infrequent Access. Et inversement, s'il a été touché, ça va être en standard. Donc Amazon optimise pour vous les coûts à votre place. Voilà, donc S3, c'est du stockage, mais c'est aussi pas mal d'intelligence pour payer moins cher. Je vous propose de construire ensemble le schéma de notre lake. Donc la première base, c'est S3, et on va l'enrichir au fur et à mesure. On a parlé du stockage, maintenant voyons la transformation. Parce qu'un data lake, ce n'est pas fait que pour stocker, parce que les données qui arrivent, elles sont brutes. Brut, c'est quoi? C'est du CSV, brut, c'est du JSON, ou brut, c'est du XML. Et ça, c'est pas utilisable par les data ingénieurs. Les data ingénieurs aiment bien du parquet. Alors moi, sur une stack Hadoop traditionnelle, Edern, je sais faire ça. Je fais mon job Spark, je l'ordonnance, enfin, j'utilise Yarn comme gestionnaire de ressources. Et qu'est-ce que tu me proposes sur Amazon pour faire la même chose, pour faire mes jobs Spark? Bah, Jérémy, c'est une très bonne question, je ne m'y attendais pas du tout. Ouais, les transformations dans un data lake, c'est une grande question et c'est une question importante. Pourquoi? Parce qu'en tant que dev, souvent, c'est la partie sur laquelle on va passer le plus de temps. On va faire du Spark, on va se demander quelle transformation on va vouloir faire, et du coup, c'est un choix important. La grosse différence avec un cluster Hadoop on-premise, là, pour les calculs, c'est qu'on ne va pas faire
on ne va pas déporter les calculs à la donnée. Comme un des principes fondateurs de Hadoop et MapReduce, c'est que la donnée est distribuée, et plutôt que de devoir bouger la donnée au calcul, on va bouger le calcul à la donnée. Là, dès lors qu'on a décidé d'utiliser S3 pour le stockage, c'est absolument impossible de faire tourner des traitements sur S3, ce n'est pas un service qui est prévu pour ça. Du coup, quel que soit le service qu'on va utiliser pour traiter la donnée, on va devoir acheminer la donnée au service. Il y a une multitude de services AWS pour traiter de la data. Ça peut être difficile de déchiffrer, de savoir lequel est pour le bon usage. Nous, on va vous en présenter que quelques-uns et ceux qu'on trouve les meilleurs pour le besoin du data lake. Donc, le premier, c'est EMR, pour Elastic MapReduce. C'est tout simplement un Hadoop managé. On va vouloir juste instancier un Hadoop. On va dire quelle instance on veut, combien d'instances on veut, et tout va s'installer tout seul pour nous. On va pouvoir installer à peu près tout ce qu'on veut et tout ce qu'on pouvait installer sur un Hadoop on-premise sur un EMR. Les gros avantages, c'est que si on vient du monde on-premise, Hadoop, on connaît, on n'est pas perdu, c'est exactement les mêmes techno. En plus, ça a l'avantage de pouvoir être utilisé en mode éphémère. Quand on a un job qui va tourner seulement le matin en général et que le reste de la journée, on ne va pas utiliser notre cluster, là, on aura l'option de spawner un cluster seulement pour le job et une fois le job fini, le détruire. Ainsi, on va gagner de l'argent en ne payant que les ressources qu'on va utiliser. Dernier avantage dont je parlerai, c'est la configurabilité maximale. On peut faire à peu près tout ce qu'on pouvait faire sur un Hadoop on-premise, sur un EMR. On n'a pas de limite si ce n'est le coût des instances. Les inconvénients, le temps de démarrage peut être un peu long si on l'utilise en mode éphémère. Si c'est un gros cluster avec beaucoup de C2 et des grosses EC2, généralement on prend des EC2 assez grosses, le temps de démarrage peut être un peu long. Nous, on atteignait 10 minutes à certains moments. Ça peut être potentiellement cher. On paye les EC2 qui sont derrière. Ça dépend des besoins. Et voilà. Donc du coup, là, Edern, tu me dis que je remplace mon cluster Hadoop on-premise par un cluster Hadoop sur le cloud. Là, tu m'aurais pas du rêve. C'est vrai. Ça peut paraître un peu décevant par rapport au titre de la conf. C'est pour ça qu'on vous présente l'autre service data prééminent, c'est Glue, AWS Glue. Donc le principe de Glue, c'est juste que c'est un Spark serverless. On va pouvoir donner un job Spark, donc sous la forme d'un Python, un Scala, un jar, et le nombre de ressources qu'on va vouloir utiliser, donc c'est-à-dire le nombre de CPU et le nombre de RAM, tout simplement. Et AWS va s'occuper de le faire tourner pour nous. Donc en tant que data ingé, c'est vraiment un peu le rêve. On se concentre sur le métier et on sait que ça tournera. Donc c'est complètement serverless par rapport à EMR. Jusqu'à il y a quelques mois, c'était limité sur le scaling vertical. On pouvait scaler horizontalement, mais pas verticalement. Ce qui, dans certains jobs, pouvait être problématique si on a besoin de drivers avec beaucoup de mémoire, par exemple si on a des décompressions de gros fichiers. Mais depuis quelques mois, du coup, ils ont rajouté la possibilité de scaler verticalement les ressources qu'on va utiliser pour ces jobs, ce qui nous permet de transformer un job qu'on était obligé de faire en EMR à l'époque en Glue maintenant, et du coup se passer complètement de EMR dans certains cas. Néanmoins, même si le service marche très bien, il a quand même des inconvénients. Le temps de démarrage peut être un peu long. Si c'est un job qui demande pas mal de ressources et que sur le compte dans lequel tourne ce job, il n'y avait pas de job qui tournait précédemment, on peut attendre quelquefois jusqu'à 10 minutes pour le lancement du job. Si c'est un job qui dure 1 minute, c'est très décevant côté performance. Ce qui m'amène aussi à mon deuxième point, c'est que Glue, ce n'est pas la solution miracle à tous vos problèmes de data sur AWS. Selon les cas, ça ne va pas être très intéressant financièrement surtout. Je m'explique. Le pricing de Glue dit que, quelle que soit la durée du job, on va payer au moins 10 minutes de traitement. Donc si vous êtes dans un cas avec beaucoup de micro-batch, donc beaucoup de jobs, mais qui durent très, très peu de temps, genre 1 ou 2 minutes, vous allez payer 10 minutes par job et vous allez payer très très cher vos transformations de données. Et dans ce cas-là, vous serez plus avisé d'utiliser EMR, qui vous coûtera certainement beaucoup moins cher. Dernier point un peu plus anecdotique, les quotas liés au service Glue. Donc chaque service d'AWS a des quotas. Dans le cas de Glue, c'est le nombre de jobs qu'on va pouvoir faire tourner en parallèle, le nombre maximum de ressources qu'on va pouvoir allouer à un certain job. Elles sont par défaut assez basses et AWS peut mettre un certain temps avant de les lever ou de les augmenter. Donc si vous avez des problématiques de volumétrie assez grosses, c'est bien de pouvoir anticiper ces soucis. Ok, bah du coup merci. Donc j'ai bien compris qu'en tant que data ingé, mon job Spark, je peux le faire tourner soit sur AMR, soit sur Glue, je ne suis pas perdu. Je vais vous présenter un service qui permet également sur Amazon de créer de la donnée, Athena. Donc Athena, ça permet en fait de faire du SQL sur du S3. Du SQL en mode lecture, donc des selects, mais aussi du SQL en mode écriture, produire des jeux de données. Nous, sur le projet, on utilise Athena pour produire des jeux de données business. Les jeux de données business, ça va être, j'ai plusieurs tables et je veux former
quelque chose, enfin un nouveau jeu de données avec cette nouvelle table. Donc, je vais faire des filtres, je vais faire des jointures, je vais faire des projections. Et ça, je peux le faire en SQL. Pour vous montrer ce que ça donne, donc vous avez votre requête, donc create table, donc on crée une table dont les gens ont plus de 18 ans. Donc c'est du CITAS, create table add select. Le select est là. Je sélectionne les personnes, je peux faire des fils, des jointures. Et après, je n'ai juste qu'à mettre des métadonnées sur ma table pour dire que le format c'est du parquet. Je pourrais mettre du JSON. Là, c'est du parquet compressé en Snappy. Je précise la location sur S3, donc mes données vont être créées là. Et si j'ai des partitions, je peux partitionner. Donc ça, nous, en fait, on utilise ça pour créer des jeux de données business, parce que nos gens business avec qui on parle, ils savent écrire du SQL. Et ça a permis surtout, en fait, que l'équipe de développement, elle ne soit pas le goulot d'étranglement à la création de jeux de données. Et puis en plus, en tant que développeur, faire un jeu de données business, ça va, 2 aussi, mais quand on en faire une dizaine par sprint, c'est assez rébarbatif. Donc autant donner la main à n'importe qui, tout en contrôlant évidemment, de pouvoir créer des jeux de données business. Bien sûr, là, on vient de vous présenter des services pour faire du calcul sur la donnée. Généralement, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir orchestrer ces calculs. Sur du Hadoop, généralement, on va utiliser des technos genre Oozie, Luigi, Airflow pour pouvoir dire, après ce job-là, je veux lancer ce job-là, je vais attendre que ces 2 jobs-là soient finis pour lancer celui-ci. Là, sur AWS, nous, on a décidé d'utiliser les step functions, qui sont tout simplement des machines à état intégrées avec une multitude de services d'AWS, tels que Lambda, Glue, DynamoDB. Et ça va nous permettre de déclencher nos traitements quand on veut et les orchestrer comme on veut. Il y a quelques mois, Glue a sorti aussi les workflows Glue, donc une sous-partie du service Glue, pour pouvoir orchestrer des jobs Glue. Pour l'instant, c'est un peu jeune et surtout, vous allez être limité aux features de Glue, du coup seulement aux jobs Glue. Si vous voulez faire de l'EMR ou si vous voulez lancer une lambda, vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc pour l'instant, nous, on conseille d'utiliser Step Function. Ça fait vraiment le boulot. Donc si on revient au schéma général que vous a présenté Jérémy tout à l'heure avec juste le bucket S3 en bas, là, on vient de rajouter un module d'ingestion pour transformer des données de CSV à Parquet, par exemple, qui utilise Glue, un module Business Data qui va produire des Business Data grâce à Athena et des requêtes SQL. Ces deux step functions et ces 2 modules vont produire des events dans CloudWatch, dans un bus CloudWatch Event, qui vont eux-mêmes pouvoir être utilisés pour redéclencher des business data ou par des clients du Lake pour eux-mêmes déclencher leur traitement au plus tôt dès que la donnée est prête. Maintenant, on a nos données, donc il faut pouvoir les exposer. Comment on les expose ? On a distingué 2 cas principaux. Donc un cas industrialisé, on les expose à une application client du Lake qui va vouloir les consommer de manière industrialisée. Donc on va tout simplement d'abord leur donner un accès à S3. Et s'ils ont la chance, dans notre cas, d'être sur AWS, ils vont pouvoir bénéficier aussi du catalogue Glue, qui est une autre partie du service Glue, qui permet de cataloguer toutes les données qui sont sur un bucket S3, c'est-à-dire les tables, les databases, les schémas des tables. L'autre vecteur d'exposition du Lake, ça va être pour les data scientists, les notebooks. Et pour ça, on va utiliser AWS SageMaker qui va nous permettre de lancer des notebooks à la demande. Si on revient encore une dernière fois au schéma général, on vient d'ajouter juste la partie data catalogue à gauche qui est gérée par Glue et un module de synchro de catalogue pour les clients qui seraient sur AWS. Le Lake, c'est aussi quelques autres modules que je vais vous présenter. Alors là, la vision d'Edern, c'était une vision très batch. Très batch. Donc on a rajouté du streaming. Donc en bas à droite, on a du Kafka parce qu'on a des données qui arrivent en streaming. Donc forcément, la brique incontournable dans le monde de la data, c'est Kafka. Et en haut à droite, on a une API. Donc tout ça pour vous dire en fait que notre Lake est conçu de façon modulaire. On peut rajouter plein de modules. Module API, on expose certaines données, des petits jeux de données en JSON à des clients. Donc là, en fait, vous avez la big picture du Data Lake Core. Je vais la prendre en photo si vous voulez. Alors bien sûr, ce data lake, maintenant, il faut l'exposer à des utilisateurs pour qu'ils puissent naviguer dedans. Parce qu'un data lake, c'est très... Nous, on y navigue, on va sur la console S3, ça marche très bien. Mais nos utilisateurs, ils veulent un peu plus. Alors déjà, chez nous, qui on a ? On a les data scientists. Alors eux, les data scientists, ils aiment bien explorer la donnée. Et quand je parle d'explorer la donnée, c'est explorer avec du Python, avec du R, sur des notebooks Jupyter. Ça, c'est la façon traditionnelle. En plus d'explorer la donnée, ils veulent partager des résultats. Ils ont des scripts, ils veulent générer le résultat, donc leur graphe et tout, et le partager à d'autres collègues data scientists. Ils peuvent également, chez nous, ordonner des notebooks. C'est-à-dire que tous les matins, à 6 heures, ils peuvent dire je veux que mon notebook il s'exécute et que nos résultats soient publiés. Et comme ça, le matin, il arrive, il a le résultat. Autre persona, chez nous,
C'est le data owner. Donc le data owner, il est capital, parce que le data owner, il connaît la donnée. Connaître la donnée, ça veut dire qu'il peut la documenter. Il peut mettre sur chaque table des descriptions, parce qu'un champ ID comme ça, bah c'est bien, mais c'est l'ID de quoi? L'ID, il va permettre de faire une jointure avec une autre table. Donc le data owner, il va documenter la donnée pour que les gens puissent l'utiliser. Et comme il connaît bien la donnée, le data owner, il va pouvoir également créer des nouveaux jeux de données, les fameux jeux de données business avec Athena que je vous disais. Troisième persona, ce sont les développeurs d'applications clientes. Alors eux, ils veulent faire une application, ils veulent se baser sur les données du lake, donc ils ont besoin de se documenter et d'explorer la donnée. Ils ont également besoin de s'interfacer, comme disait Eder dans le lake, donc catalogue lu S3. Et dernière persona, c'est nous. Ce sont les développeurs de l'application. Parce que tous les jours, on est sur Lake. Tous les jours, on a besoin de monitorer le Lake. On a besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne s'est pas passé. Également, on a besoin de rajouter facilement des nouvelles sources de données. Dire que telle table est partitionnée de telle façon, que les champs sont ça. Donc voilà les personnes qu'on a. Il y a certains types de personnes, notamment celle de gauche. Exposer la console Amazon, c'est hors de question. Hors de question parce qu'elle est assez austère, la console Amazon. Donc on ne va pas leur dire de naviguer, bah, tu vas sur F3, tu vas sur Athena, tu vas dans Glue, tu vas voir tes données, tu mets des descriptions. Ça, elles ne vont pas aimer. Donc on a choisi de leur proposer une expérience de notre data lake. Donc pour ça, quand on ne peut pas exposer directement la console Amazon, on a développé un portail. Donc un portail qu'on va vous montrer en démo et après on parlera un peu technique. Donc là, je suis ici. Je suis dans la peau d'un data owner. Le data owner, il connaît la donnée. Il va la documenter et il va créer des jeux de données business. Ici, je suis sur la page d'accueil de l'application. Je suis dans la partie catalogue. Catalogue, je vois toutes mes bases de données. Quand je clique sur une base de données, je vais voir les tables. Quand je clique sur une table, je vais voir les champs et je vais voir tout ça. Donc en tant que data owner, là, j'ai cliqué sur la base de données Manufacturing Business en haut. Je peux, ici, ça me propose du Markdown. Donc notre portail propose du Markdown, comme ça la personne, elle peut documenter n'importe quoi dans notre catalogue. N'importe quoi, ça va être un champ, ça va être une table, une base de données. Une fois qu'elle a documenté la donnée, par exemple, elle peut également l'explorer pour créer des jeux de données. Donc là, pour ceux qui connaissent Athena, on a un peu pompé le design d'Athena, c'est-à-dire qu'on a un champ de requête. Donc là, la personne a fait un select étoile from, la table, where, variante, elle a mis une condition de restriction. Elle voit tous les résultats ici. Donc elle peut scroller évidemment. Et donc là, en tant que data owner, je veux en fait fournir à mes utilisateurs un nouveau jeu de données qui correspond à cette requête. Pour ce faire, je vais cliquer ici, Create Table, et je vais avoir un formulaire qui apparaît. Ce formulaire, je vais renseigner toutes les métadonnées de la table. Et petite chose intéressante, c'est que la table, on peut la créer une fois, mais on peut la créer n fois. On peut schedule la query, on peut l'ordonnancer. Donc oui, pour l'instant, nos utilisateurs doivent écrire du cron. Donc là, la création de la table va se faire tous les jours, enfin du lundi au vendredi à 18h UTC. Et je peux aller la voir dans mon dashboard pour voir que voilà, j'ai bien cette requête qui va être créée tous les jours à 18h. Donc voilà, donc moi, en tant que data owner, j'ai fini mon parcours. J'ai catalogué la donnée, enfin je l'ai documentée et même mis à disposition en 3 clics un jeu de données à mes utilisateurs. Maintenant, si je prends la place du data scientist, donc premièrement, s'il n'est pas très familier avec les jeux de données, il va vouloir se documenter sur la donnée. Pour ça, il va juste utiliser les écrans que Jérémy vient de vous présenter, mais plus en mode consommateur, et lire la documentation que le data owner aura produite. Et une fois qu'il se sera documenté, qu'il sait un peu plus ce qu'il va vouloir faire, il va pouvoir lancer un notebook via l'application. Donc on a un onglet notebook. Il va pouvoir choisir le type d'instance EC2 qu'il va utiliser pour l'instance pour son notebook. S'il veut un notebook Python ou un notebook R, il va pouvoir lancer son notebook. Et du coup, il arrive sur un notebook Jupyter. Voilà. Alors, sous le capot, ça donne quoi? Donc, à droite, vous avez le schéma qu'on vous a montré tout à l'heure avec Ederm, le gros schéma du Data Lake Core. À gauche, vous avez l'utilisateur. Donc, comme on l'a dit, on ne va pas exposer la console Amazon, donc on a appelé le portail. Le portail est là. Première brique du portail, c'est quoi? C'est un bucket S3 avec une single page application. Donc on a développé une interface graphique en React. Cette interface graphique, elle est branchée à Cognito. Donc Cognito, c'est le service d'authentification d'Amazon. Ça permet de s'authentifier et de fédérer avec l'annuaire Active Directory de l'entreprise. On a une API Gateway, donc toujours Amazon, serverless. On a une API Gateway. Et derrière, on va pouvoir brancher tous les modules que l'on souhaite. Premier module, alors je vais détailler que celui-là, c'est le module Data Catalog.
Data Catalog va permettre de lister les données des catalogues et d'enrichir de documentation. Donc chaque module chez nous, c'est du serverless. Donc en gros, vous avez une lambda ou plusieurs, une table DynamoDB, des streams, vous avez peut-être des stack functions, voilà, c'est tous ces serverless. Donc ça, vous avez un module qu'on a plugué qui va interagir avec lui. Deuxième module, c'est le module query. Ce module query, il va permettre de faire des requêtes à Athena. Donc il va être branché au catalogue et à Athena. Troisième module, c'est le notebook, ce que disait Edern. Là, en fait, on a proposé une petite interface pour qu'il puisse créer des notebooks tout en maîtrisant, par exemple, le type de machine qu'il peut créer. Donc là, par exemple, on éteint les notebooks ici au bout de 3 jours d'utilisation. Donc on a une petite lampe d'Acron qui se réveille tous les 3 jours, enfin tous les jours, et qui kill les notebooks qui sont trop vieux. On a un module feedback, alors là c'est pour nous, comme ça on propose une interface et les gens ils peuvent nous remonter des bugs et nous on est directement popé sur Slack. Et on a 3 petits points parce que chaque module, on a le module admin et tout ça que je ne détaille pas ici, mais on peut tout faire. Ce qu'il faut retenir sur ce schéma, c'est qu'on n'a pas réinventé la roue. On a juste apporté un peu d'intelligence et on a proposé une expérience que l'on souhaitait à nos développeurs tout en se basant sur les API Amazon. On appelle juste API Amazon pour lancer notebook, pour faire des requêtes à Athena. On met un peu d'intelligence. Question qu'on nous pose beaucoup, on va finir quelques chiffres. Combien de développeurs faut-il pour faire un data lake serverless sur Amazon? Alors nous, on est scindé en 2 équipes. Enfin, on a le même bureau, mais on a deux équipes. L'équipe data lake, donc l'équipe core, et l'équipe portail que je vais vous montrer. Chaque équipe a un PO. Et ce qui vous intéresse, c'est le nombre de devs. Data lake, on a en moyenne 3 data ingé. Alors ces data ingé, ils font bien sûr data ingénierie, ils font du Spark, ils font du SQL, mais ils font également beaucoup de cloud. Et ça, c'est important à savoir. Donc il ne faut pas qu'ils aient peur de faire du glue, de jouer avec les limites de glue, de faire des step functions, de faire des lambdas. Parce que ça va être leur quotidien. Limite, je dirais presque, qu'ils font presque plus de cloud que de data. Partie portail, on a en moyenne aussi 3 devs. Donc un dev back qui va faire beaucoup de cloud, un dev front qui fait du React et un dev full stack. On a épaulé ce dispositif d'un expert cloud AWS qui va apporter tout le soutien nécessaire à l'équipe et qui va plus discuter avec les problématiques de sécurité, de réseau, d'exposition. Et enfin, dans l'équipe, on a un architecte qui apporte sa vision d'un data lake sur le cloud. Et Edern, niveau coût d'infra, est-ce que tu pourrais me donner un petit aperçu? Bien sûr. Du coup, on va vous présenter la répartition des coûts d'infra, vraiment la facture AWS sur notre compte de prod. Bien sûr, ça vaut dans notre cas, avec nos besoins. On a un petit data lake quand même avec seulement quelques centaines de gigas de données. On a pas mal d'ingestion tous les jours, mais ça reste raisonnable. Donc là, ce qu'on peut voir sur le Camembert, c'est la plupart des coûts, c'est SageMaker. Donc c'est vraiment les notebooks aujourd'hui que les data scientists utilisent pour explorer la donnée. Là-dessus, on travaille pour réduire encore un peu la facture. Comme disait Jérémy, on a des jobs qui killent les notebooks qui ne sont pas utilisés depuis trop longtemps. On peut aussi penser à sensibiliser les data scientists sur le type d'instance qu'ils vont utiliser pour leur notebook. Quelquefois, ils n'ont pas besoin de prendre la plus grosse instance qu'ils ont à disposition pour pouvoir faire leur boulot. Ensuite, on a Glue, donc c'est principalement les ingestions de données, donc les transformations de CSV à parquet, qui représentent une partie non négligeable de la facture. Ensuite, EC2 et les VPC, donc 15%. C'est surtout pour la sécurité, on a beaucoup de dev endpoint, de VPC endpoint, ça coûte très cher. Donc plus on veut sécuriser, plus ça coûte cher. Donc en gros, la sécu, elle est là. C'est ça. On a aussi 2-3 EC2 qui font proxy, qui tournent, mais on est majoritairement serverless, donc on en a assez peu. Enfin, CloudWatch pour le monitoring. On a pas mal de métriques custom, mais là, ce qui nous coûte cher et ce qui nous fait arriver à 8%, c'est qu'on utilise Datadog pour tout ce qui est logging, dashboarding de nos données, parce qu'on aime bien l'outil. Et du coup, le fait de sortir tous les logs et toutes les métriques, c'est ça qui nous coûte un peu cher. On a mis S3, même s'il est négligeable à 4%, mais justement, on peut voir qu'il est négligeable. Et ce qu'on paye surtout dans S3, c'est les requêtes et pas le stockage, parce que le stockage, ça coûte rien vraiment sur S3. Bien sûr, on a tous les autres services qui présentent encore un quart des données. Un quart de la facture, c'est KMS, config, un peu de Kinesis, un peu de tout, mais classique. Donc en takeaway, ce qu'il faudrait retenir, c'est que oui, faire un data lake, se passer d'Hadoop aujourd'hui, c'est possible sur Amazon. On parle que d'Amazon, mais je pense que sur votre cloud, c'est possible. Donc sur Amazon, c'est possible. Il faut juste avoir en tête que vos développeurs, ils vont faire énormément de cloud. Vous ne pouvez pas prendre un data ingé qui fait que du Spark sur Hadoop et le mettre sur une stack Amazon parce qu'il va se noyer. Donc il faut qu'il ait l'envie, qu'il ait connaissance ou qu'il soit vraiment épaulé. Ça, c'est vraiment clé à mon sens. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le coût d'infra, en tout cas que nous on a observé dans notre projet, était largement inférieur à un coût d'infra d'un Hadoop on-premise.
la facture est assez réduite et surtout en termes de maintenance, on passe assez peu de temps, comme la plupart des services qu'on utilise sont serverless, à faire en sorte que tout tourne bien en prod. Et aussi, en tant que dev, c'est toujours très appréciable de savoir qu'on travaille sur le cloud et d'avoir virtuellement des capacités illimitées pour tout ce qu'on veut faire. Bien sûr, il y a toujours la barrière du prix, mais on est beaucoup moins limité que sur un cluster Hadoop sur lequel on n'a pas la main, où il y a des équipes de prod avec qui il faut discuter, ou alors on n'a pas assez de RAM ou de CPU sur notre cluster, il faut en rajouter pour le besoin. Là, on est vraiment libre. Du coup, on a fini la présentation en 30 minutes, donc il fallait faire des choix. Si vous voulez parler de n'importe quoi, posez une question, venez nous voir après, ce sera avec grand plaisir. Et si vous scannez le QR code, vous pouvez donner votre avis sur la conf, avec plaisir, on prend tous vos retours, positifs comme négatifs.